Donc vous allez retrouver tous mes liens de développement personnel, toutes mes recommandations de livres de développement personnel et ma boutique avec plein d'autres choses. Voilà. Ça va, merci. Très contente de vous retrouver ce soir. Voilà. Alors, donc, on va démarrer la lecture. Donc, comme d'habitude, je fais des petites pauses pour lire vos commentaires. N'hésitez pas à tapoter à fond sur le live. Voilà. Donc, je regarde. Voilà, on va le terminer. On va le terminer ce soir. Je pense qu'on va lire une petite heure, quoi. Oui, et sur Amazon, Alicia, exactement. Alors, c'est des liens affiliés, donc c'est-à-dire que moi, je fais la promotion de ces livres-là que j'ai lus, que je recommande, qui pour moi sont en tout cas très intéressants à vous recommander, qu'on a pu lire en live, voilà. Et effectivement, c'est des liens affiliés, donc je touche une commission dessus. Voilà, si l'affiliation, ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un message privé, je pourrais vous expliquer. Voilà. Et j'ai suivi une formation, donc si vous voulez, je vous enverrai le lien. Mais voilà. Après, bon, c'est pas trop le sujet, mais voilà. Donc, alors, on va du coup continuer la lecture, on va démarrer. Du coup, donc on en était là, des échanges inéquitables. Alors, je vous remonte le titre d'abord. Donc c'est, hop, voilà, la réciprocité ou donnant et reprenant. Donc en gros, c'est l'idée que, en fait, quand on nous donne quelque chose, quand on nous offre quelque chose, que ce soit un service, un objet, un cadeau, l'humain en fait se sent obligé de rendre en fait d'une manière ou d'une autre le cadeau qu'on lui a offert. Alors, sachant que en général, on a des codes sociaux et quand on nous offre quelque chose, en général, on a du mal à dire non, à refuser un cadeau voilà, un service, etc. Donc sur le moment, on va accepter, mais en fait, même si on n'avait pas forcément envie d'avoir ce cadeau ou c'est pas quelque chose sur lequel qui nous intéresse particulièrement, on va se sentir obligé en retour de rendre quelque chose. Et donc, il nous expliquait dans le début du chapitre qu'il y a des exemples. Par exemple, en politique, on rend un service, des années après, eh ben, la personne qui a obtenu ce service va le rendre d'une manière ou d'une autre à une autre personne, donc à la personne qui lui a rendu ce service-là. Et on peut le voir par exemple quand il y a des votes de loi. Par exemple, une personne qui a soutenu un politique, qui a soutenu un autre politique pendant une élection, bah, la personne élue va faire passer certaines lois pour, en gros, pour arranger, entre guillemets, un parti ou un lobby, ou voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu la règle du donnant-donnant de la réciprocité. Et donc, il donnait aussi l'exemple d'une technique, alors, il appelle ça une secte, hein. Là, c'était une secte, mais en gros, c'était l'idée que, ben, en gros, une personne de la secte arrêtait des gens dans la rue, offrait une fleur, une vraie fleur, en fait, à une personne qui n'était pas forcément intéressée. Sauf qu'en insistant, la personne acceptait la fleur, et en retour, elle lui demandait un petit don. Est-ce que vous n'auriez pas 1 ou 2 euros, 1 ou 2 dollars? La personne, comme elle se sentait obligée de donner en retour, le faisait. Et de cette manière-là, en fait, cette secte a gagné des millions de dollars et a pu investir dans des apparts, des machins, des trucs, grâce à cette technique-là qui ne coûtait quasi rien, au lieu de juste démarcher et de demander est-ce que vous pourriez donner des dons. En fait, le fait de donner quelque chose, en retour, on se sent obligé de rendre. Voilà. Donc si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, vous pouvez essayer d'appliquer cette règle de la réciprocité. Voilà. Vous offrez un cadeau, vous offrez un service, et puis la personne se sentira obligée de vous le rendre à un moment donné. Donc voilà. Alors, on va du coup continuer la lecture. Alors, donc des échanges inéquitables. Il y a une autre propriété de la règle de la réciprocité qui la rend aisément exploitable.
Paradoxalement, bien que la règle ait été établie pour assurer l'équité des échanges, elle peut être utilisée pour produire le résultat opposé. La règle exige qu'une sorte d'action suscite une action du même ordre. Un service rendu doit être payé par un autre service, non par l'indifférence et encore moins par l'agression. Mais dans le cadre de l'échange d'actions similaires, il y a une grande marge de manœuvre. Une petite attention initiale peut créer un sentiment d'obligation assez fort pour faire consentir une faveur nettement plus importante. Comme nous l'avons vu, la règle autorise la personne à choisir à la fois l'action créatrice de dette et celle qui remboursera la dette. Nous pouvons facilement être manipulés par des exploiteurs qui nous obligent à un échange inéquitable. Revenons encore à l'expérience de Regan. Vous vous souvenez que Joe donnait à certains sujets une bouteille de Coca-Cola comme cadeau initial, avant de demander à tous les sujets d'acheter des billets de loterie à 25 cents pièce. Or, à l'époque où fut réalisée l'étude, une bouteille de Coca-Cola en coûtait 10. Les sujets qui avaient reçu une boisson achetaient en moyenne 2 billets de loterie, certains allèrent jusqu'à 7. Même avec le sujet moyen, cependant, Joe réalisait une bonne affaire. Un investissement ayant un rendement de 500%, peut en effet être considéré comme assez intéressant. Donc en gros, là, c'était l'expérience de Joe qui, donc en fait, ils ont fait une expérience. En gros, Joe doit travailler avec plusieurs personnes et à chaque fois, c'est en gros avec une personne à chaque fois. Et donc, quand elle arrive dans la pièce où elle va travailler avec cette personne, Joe arrive avec 2 bouteilles de Coca-Cola. Il en prend une pour lui et il en donne un à l'autre personne alors que l'autre ne lui a rien demandé. Et en fait, il y a eu, du coup, ils ont fait ce test avec plusieurs personnes et ils se sont aperçus que non seulement chaque personne rendait l'appareil à Joe, c'est-à-dire lui rendait un service en retour, mais ce qui était encore plus intéressant, c'est que même les personnes qui ne l'appréciaient pas, qui n'aimaient pas spécialement Joe pour sa personnalité ou quoi, qui n'avaient pas d'affinité avec, lui rendaient quand même ce service. Donc en fait, il se sentait quand même obligé de répondre en retour et de donner quelque chose en retour. Et là, ce qui nous explique, c'est que non seulement on peut obtenir quelque chose de quelqu'un, mais en plus, on peut obtenir un service plus grand que celui qu'on a rendu. Comme là, par exemple, Joe qui a offert une canette de coca à 10 centimes, 10 cents, et du coup, la personne en face lui a acheté des billets de loterie qui avaient un prix plus élevé que 10 cents, puisque c'était 25 cents chaque billet, et il y en a qui en ont acheté jusqu'à 7. Donc en fait, c'est pas forcément le prix de ce que vous allez offrir à la personne, mais c'est le geste. Et par le geste, en fait, on va se sentir obligé d'aller rendre à l'autre, même si la personne, on ne l'aime pas. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez faire, en fait, même si c'est dans un cadre où la personne ne vous apprécie pas forcément, ou c'est un cadre professionnel, voilà, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc je continue, on en est là. Dans le cas de Joe, cependant, ce taux de 500% ne correspondait qu'à 50 cents. La règle de la réciprocité peut-elle produire des différences réellement significatives quant à la valeur des choses échangées? Sans aucun doute, dans certaines circonstances. Voyez par exemple ce témoignage d'une de mes étudiantes, évoquant un souvenir particulièrement désagréable. Un jour, il y a environ 1 an de cela, je n'arrivais pas à faire démarrer ma voiture. Un type qui passait par là a vu ma détresse. Il est venu m'aider et il a réussi à refaire partir le moteur. Je lui ai dit merci, il a dit de rien, et avant qu'il ne s'en aille, je lui ai dit que le jour où il aurait un service à me demander, qu'il n'hésite pas.
Un mois plus tard, il est venu frapper à ma porte pour me demander de lui prêter ma voiture pendant 2 heures parce que la sienne était en réparation. Je m'y suis sentie obligée, un peu à contre-cœur parce que la voiture était neuve et qu'il avait l'air très jeune. J'ai découvert par la suite qu'il n'avait pas l'âge et qu'il n'était pas assuré. En tout cas, je lui ai prêté ma voiture et il me l'a démolie. Comment se fait-il qu'une jeune femme intelligente accepte de prêter sa voiture neuve à un adolescent qu'elle ne connaît pratiquement pas? Simplement parce qu'il lui a rendu un petit service un mois plus tôt? Ou plus généralement, pourquoi les petites prestations sont-elles souvent rendues avec usure? La raison en est pour une part que la reconnaissance est un sentiment désagréable. Nous trouvons en général déplaisant d'être l'obligé de quelqu'un. Nous cherchons à en finir avec cette situation qui nous pèse. Il n'est pas difficile de retrouver l'origine de ce sentiment. Comme les accords de réciprocité sont d'importance vitale pour les sociétés humaines, nous sommes conditionnés à nous sentir mal à l'aise en position d'obligé. Si nous pouvions passer outre au besoin de rembourser nos dettes, nous arrêterions net la séquence de réciprocité et notre partenaire serait peu enclin à donner à nouveau par la suite. Ce résultat ne serait pas profitable à la société. C'est pourquoi nous sommes entraînés depuis l'école à étouffer psychologiquement sous le poids de la reconnaissance. Ne serait-ce que pour cela, nous sommes donc prêts à accorder un avantage disproportionné à celui que nous avons reçu, simplement pour nous délivrer du fardeau de la dette. Mais il y a une autre raison. Un individu qui viole la règle de réciprocité en acceptant les présents d'autrui sans essayer de rendre l'appareil est mal vu par le groupe social. Sauf bien entendu s'il ne peut s'acquitter de sa dette en raison de circonstances ou d'une incapacité particulière. Mais en général, les individus qui ne se conforment pas aux lois de la réciprocité sont mal considérés. L'étiquette de profiteur n'est pas de celle qu'on aime se voir apposer. Elle est si gênante que nous préférons y échapper en subissant un échange inégal. En se combinant, la réalité d'un sentiment de malaise et l'éventualité de l'opprobre général représentent un coût psychologique non négligeable. Si l'on en tient compte, il n'est pas étonnant qu'au nom de la réciprocité, nous soyons prêts à donner souvent plus que nous n'avons reçu. Et il est normal que, comme l'a montré une expérience réalisée à l'université de Pittsburgh, les gens évitent de demander quelque chose s'ils savent qu'ils auront la possibilité de le payer en retour, qu'ils n'auront pas la possibilité de le payer en retour. Le coût psychologique peut en effet dépasser la perte matérielle. Certaines personnes peuvent aussi refuser cadeaux ou avantages par crainte de perdre d'une nature différente, par crainte de perte d'une nature différente. Les femmes évoquent souvent le désagréable sentiment d'obligation qu'elles éprouvent vis-à-vis d'un homme qui vient de leur offrir un présent coûteux ou de les inviter dans un grand restaurant. Même un simple verre pris dans un bar les place dans une situation du même ordre. L'une de mes étudiantes l'expliquait en termes explicites dans un devoir. J'ai appris à mes dépens à ne plus accepter qu'un garçon rencontré en boîte paye mes boissons. Ainsi, nous ne considérons ni l'un ni l'autre que je lui en suis sexuellement redevable. Des enquêtes confirment que les préventions de cette jeune fille sont justifiées. Elles démontrent en effet qu'une femme qui laisse un homme l'inviter est immédiatement jugée, non seulement par la jante masculine mais aussi par les autres femmes, plus accessible pour lui sur le plan sexuel que si elle avait payé son verre elle-même. Donc je fais une petite pause, je regarde vos commentaires. Voilà, donc vous voyez que le sentiment de se sentir obligé de rendre ce qu'on a donné est beaucoup plus fort. Et c'est vraiment la position
et le jugement des autres à l'égard du refus, enfin en tout cas de ne pas rendre l'appareil, qui fait qu'on se sent obligé et qu'en général on souhaite vite rendre nos dettes, quoi, répondre de nos dettes. Voilà, alors je vous remonte le livre qu'on lit, donc c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Alors je regarde vos commentaires. Coucou Annick, bonsoir tout le monde, bonsoir Malou. Voilà, donc le livre vous l'avez là. Alors là c'est l'ancienne version, la nouvelle s'appelle Influence et persuasion. Et vous l'avez dans mon lien en bio, vous cliquez sur mon lien et vous avez mes recommandations de livres de développement personnel et vous l'avez, c'est Influence et persuasion. Mais c'est quasiment le même contenu. Il y a très peu de modifs, je crois. Bonsoir Jason, comment tu vas? Coucou tout le monde. Bonsoir Madame Delamico, bonsoir tout le monde. Coucou Florence, comment tu vas? Super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui ont déjà lu ce livre. Voilà, ce que vous en avez pensé. Bonsoir Sweetie, bonsoir Rose. Voilà, bonsoir tout le monde. Ça va, merci. Hyper contente de vous retrouver. On a démarré du coup le livre Influence et manipulation et vous allez pouvoir retrouver les replays des derniers lives sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez écouter l'intro, le chapitre 1 et le début du chapitre 2. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, je vais mettre les vidéos après le live. J'avais déjà publié la vidéo du dernier live, mais je crois qu'en fait elle s'est pas chargée. Donc il faut que je regarde ça, mais je vais regarder après le live. Voilà. Alors je vais continuer la lecture. Toi Sweetie, tu l'as déjà lu? Ok, bah n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce livre et si vous avez déjà réussi à utiliser des petites techniques, si vous avez été victime de ces techniques-là. Après, ce qu'il explique, c'est aussi que, par exemple, là, la règle de la réciprocité, en fait, il y a plein de choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Par exemple, on va accepter un cadeau ou un service de quelqu'un, on va demander un service à quelqu'un et en fait, on va se rendre compte en fait que oui, on se sent obligé. Alors qu'en fait, on n'était pas dans une technique, on n'avait pas réalisé quelle technique c'était. Par exemple, on va proposer un service à quelqu'un, on va proposer d'aider une personne sans se dire que cette personne va être obligée de nous rendre l'appareil, de nous rendre un service en retour. On va offrir quelque chose à quelqu'un sans se rendre compte que la personne va se sentir obligée la prochaine fois qu'elle nous voit, voilà, de le faire. On le voit par exemple quand je sais pas, deux amis vont boire un verre ou vont manger au resto, si l'un invite l'autre, l'autre va se sentir obligé en retour la fois prochaine de l'inviter. Vous voyez? Et alors que c'était pas forcément l'objectif d'offrir ce verre ou ce resto, quoi. Mais voilà. Donc on voit bien que on a des règles et on est quand même bien formaté, quoi. Ça va, merci Florence. Ne rien attendre en retour, tout à fait. Ouais. Par contre, effectivement, c'est ça. C'est aussi, ouais. Alors, je vais continuer la lecture. Donc, les concessions réciproques. Alors, je sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live aussi, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, je continue. Les concessions réciproques. Il y a une autre façon d'utiliser la règle de la réciprocité pour forcer quelqu'un à accéder à une requête. Elle est plus subtile que la méthode directe qui consiste à donner quelque chose et à demander quelque chose en échange par la suite, et pourtant, elle est à sa façon plus redoutable. L'expérience que j'en ai faite il y a quelques années m'a prouvé matériellement l'efficacité de cette technique de persuasion. Je fus abordée dans la rue par un garçon de 11 ou 12 ans.
Il se présenta et m'expliqua qu'il vendait des billets pour la fête des scouts qui devait avoir lieu la semaine suivante. Il me demanda si je désirais en acheter à 5$ pièce. Comme la fête des scouts était bien le dernier endroit où j'avais envie de passer la soirée du samedi, je refusai. « Bon, dit-il, si vous ne voulez pas acheter de billets, pourquoi pas une de nos barres de chocolat géantes à 1$ seulement ?» J'en achetai 2 et me rendis compte tout à coup qu'il s'était passé quelque chose de remarquable. En effet, A. Je n'aime pas les barres de chocolat. B. Je tiens à mon argent. C. J'étais planté là avec 2 barres de chocolat. Et D. Il s'éloignait avec mes 2$, avec 2 de mes dollars. Pour tenter de comprendre ce qui s'était passé, je me rendis à mon bureau et j'organisai une réunion avec mes assistants. En analysant la situation, nous comprîmes comment la règle de la réciprocité était entrée en jeu pour m'amener à accepter d'acheter ces friandises. La règle générale dit qu'une personne qui se comporte d'une certaine façon envers nous est en droit d'attendre de notre part une attitude similaire. Nous avons déjà vu que l'une des conséquences de la règle est de nous obliger à rendre l'appareil pour tout avantage reçu. Une autre conséquence de la règle, cependant, est que nous devons faire une concession à qui nous en fait une. En réfléchissant à la question, mon groupe de recherche arriva à la conclusion que c'était exactement la situation dans laquelle le petit scout m'avait mis. Sa proposition d'acheter des barres de chocolat à 1$ avait été présentée comme une concession de sa part. Cette demande était en retrait par rapport à sa proposition précédente, à savoir acheter des billets à 5$. Pour obéir au précepte de la règle de réciprocité, il me fallut faire une concession à mon tour. Comme nous l'avons vu, cette concession fut faite. J'abandonnai mon attitude de refus quand il abandonna sa quête pour une autre moins importante. Et pourtant, je ne désirais en fait aucune des 2 choses qu'il me proposait. C'est un exemple typique de la façon dont on peut utiliser une arme d'influence pour forcer quelqu'un à quelque chose. J'avais été poussée à l'achat, non par quelque sentiment favorable à l'égard de l'article en question, mais par la façon dont l'offre m'avait été présentée, qui mettait en jeu l'obligation de réciprocité. Que je n'aime pas les barres de chocolat n'était pas entré en ligne de compte. Le jeune scout me faisait une concession. Clic, je réagissais automatiquement par une autre concession. Bien sûr, la tendance à payer de retour les concessions n'est pas forte au point d'être déterminante, quels que soient les individus et quelles que soient les circonstances. Aucune des armes d'influence décrites ici n'est à ce point puissante. Cependant, lors de mon échange avec le scout, la tendance avait été assez forte pour que je me retrouve mystifiée en position de 2 barres de chocolat dont je n'avais aucune envie et que j'avais payé beaucoup trop cher. Pourquoi avais-je éprouvé le besoin de faire une concession à mon tour ? La réponse se trouve à nouveau dans le bénéfice que retire la société de ce besoin. Il est dans l'intérêt de tout groupe humain que ses membres travaillent ensemble à la réussite de projets communs. Cependant, dans beaucoup d'associations humaines, les participants commencent par poser des conditions qui sont inacceptables pour les autres. C'est pourquoi la société doit faire en sorte que ces désirs initiaux, incompatibles entre eux, soient mis de côté pour favoriser une coopération sociale bénéfique. Le processus est rendu possible par un certain nombre de mécanismes de compromis et en particulier par les concessions mutuelles. La règle de réciprocité suscite des concessions mutuelles de 2 façons. La première est évidente. La règle pousse le bénéficiaire d'une concession à rendre l'appareil. La deuxième, bien que moins évidente et non moins déterminante. Comme dans le cas des cadeaux et des services,
l'obligation de rendre concession pour concession encourage la création de pactes socialement avantageux. En effet, celui qui entreprend de conclure ce genre d'accord est sûr de n'être pas exploité. Après tout, s'il n'existait aucune obligation de rendre, qui voudrait faire le premier sacrifice ? Ce serait risquer d'abandonner un avantage sans rien avoir en échange. Mais grâce à la force de la règle, nous pouvons sans risque faire le premier sacrifice au bénéfice de notre partenaire qui est obligé d'en faire un autre en échange. Comme la règle de réciprocité qui régit l'établissement d'un compromis, la technique de la concession initiale peut atteindre une grande efficacité. C'est une technique très simple qu'on peut définir comme la technique du rejet-retrait. Supposons que vous vouliez me présenter une requête. Un moyen d'accroître vos chances de me faire consentir serait de me présenter d'abord une grosse requête, que je vais selon toute probabilité rejeter. Ensuite, une fois que j'ai refusé, vous me présenteriez la petite requête, qui est en fait celle qui vous intéresse véritablement. Pourvu que vous ayez mené l'opération adroitement, je devrais considérer votre deuxième requête comme une concession que vous me faites et me sentir enclin à y répondre par une autre concession. La seule qui se présente à moi immédiatement, accéder à votre seconde requête. Est-ce ainsi qu'avait procédé le jeune scout pour me faire acheter ses friandises ? L'abandon de sa première quête à 5 $ au profit d'une autre en était-il une retraite feinte, délibérément élaborée pour promouvoir la vente de ses barres de chocolat ? Ayant gardé un certain attachement pour l'idéal scout de ma jeunesse, je me refuse de le croire. Mais que cette séquence grosse requête, petite requête, ait été montée de toutes pièces ou non, le résultat est le même, c'est efficace. Et parce que c'est efficace, la technique du rejet-retrait peut être utilisée à dessein par certaines gens pour arriver à leur fin. Examinons d'abord comment cette technique peut être utilisée de façon à réussir à coup sûr. Nous verrons ensuite dans quelles conditions elle est effectivement utilisée. Enfin, nous nous arrêterons sur quelques petits à côté de cette technique qui en font l'une des techniques de persuasion les plus efficaces. Donc après ma rencontre avec le jeune scout, je fis appel à mes assistants pour qu'ils m'aident à comprendre ce qui s'était passé et par la même occasion à faire disparaître la pièce à conviction. Nous fîmes même plus. Une expérience fut élaborée pour tester l'efficacité d'un procédé du même genre. Se rabattre sur la véritable requête après qu'une première requête plus importante avait été refusée. Cette expérience avait pour but de vérifier 2 choses. D'abord, nous voulions voir si ce procédé était efficace aussi sur d'autres personnes. En effet, il semblait clair que la tactique avait eu un certain effet sur moi ce jour-là, mais il faut dire que, pour ce qui est de se laisser persuader par des procédés divers et variés, je détiens une espèce de record. Si bien que la question demeurait. La technique du rejet-retrait est-elle efficace sur un assez grand nombre de gens pour être utile en tant que procédé de persuasion ? Si c'était le cas, cette technique méritait de retenir l'attention. Le deuxième objectif de l'étude était de déterminer la force de ce procédé. Pouvait-il susciter le consentement à une requête d'importance réelle ? Autrement dit, la petite requête était-elle nécessairement une requête insignifiante ? Si nous avions bien compris le mécanisme du phénomène, ce n'était pas nécessairement le cas. Il fallait seulement qu'elle soit moins importante que la première. Nous soupçonnions que le facteur critique dans le fait du retrait était qu'il revêtait l'apparence d'une concession. La seconde requête pouvait donc être objectivement importante. Après réflexion,
il fut décidé d'essayer cette technique avec une proposition que peu de gens se montraient disposés à accepter. Prétendant représenter le comité de conseil de la jeunesse de la ville, nous nous adressions aux jeunes étudiants sur le campus pour leur demander s'ils accepteraient d'accompagner un groupe de jeunes délinquants dans une excursion au zoo. L'idée de prendre en charge pendant des heures un groupe de délinquants juvéniles d'âge non précisé dans un lieu public et sans rémunération n'était pas très engageante. Comme nous nous y attendions, la grande majorité des étudiants sollicités, 83%, refusa. Mais les résultats obtenus furent très différents auprès d'un échantillon similaire d'étudiants auxquels on posa la même question mais avec une approche un peu différente. Avant de leur proposer d'être les animateurs bénévoles de l'excursion au zoo, nous leur proposions une tâche encore plus lourde. Consacrer 2 heures par semaine à un jeune délinquant pendant un minimum de 2 ans. Ce n'est que lorsqu'ils avaient refusé cette requête extrême, ce qu'ils firent tous, que nous proposions la tâche plus légère d'accompagner les jeunes délinquants au zoo. Du simple fait que l'excursion au zoo était présentée comme un retrait par rapport à la requête initiale, le taux d'acceptation fut beaucoup plus élevé. Parmi les étudiants sollicités de la deuxième manière, le nombre de volontaires pour le rôle d'accompagnateur fut 3 fois plus élevé. Il est certain qu'une stratégie arrivant à tripler le taux d'acceptation, qui passait de 17 à 50% dans notre expérience, pour une proposition d'une certaine conséquence, sera fréquemment employée dans toutes sortes de situations. Les syndicats, par exemple, ont souvent recours à cette tactique, commençant par poser des exigences extrêmes qu'ils n'espèrent pas avoir satisfaites, mais à partir desquelles ils peuvent paraître faire des concessions et en arracher ainsi à leur interlocuteur. Il semble à première vue que le procédé sera d'autant plus efficace que l'exigence première sera forte, puisque cela laisse de la marge pour de feintes concessions. Cela n'est cependant vrai que jusqu'à un certain point. Une étude conduite sur la question de l'université de Bar-Ilan en Israël montre que si les premières demandes sont extrêmes au point d'en être déraisonnables, l'arme se retourne contre son utilisateur. Dans ce cas, la partie qui fait ses premières propositions n'apparaît pas comme un négociateur de bonne foi. Je m'étouffe. Tout retrait par rapport à ces positions extrêmes n'est pas considéré comme une véritable concession et par conséquent n'appelle pas de concession en retour. Le bon négociateur est donc celui dont la position initiale est assez exagérée pour laisser une marge de concession réciproque qui amèneront une offre finale satisfaisante de la part de l'adversaire, mais n'est pas irréaliste au point d'être dès le départ inacceptable. Alors, je fais une petite pause. Je vais regarder vos commentaires. Il y a quand même encore pas mal de pages. Quelle heure il est ? 22h. Ok. Alors, je vous montre le livre. Donc, on est en train de lire le chapitre 2 du livre Influence et manipulation. Voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui tapotent sur le live. Merci beaucoup. Hop, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu le livre. Yes, c'est ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, je lis en live. Donc moi, je fais de la lecture de livres de développement personnel. Je lis des livres donc que de développement perso le soir en live. Alors là, en ce moment, on lit Influence et manipulation. Et alors, on en a lu plein d'autres. Et comme je vous disais, en fait, d'habitude, j'ai tous les livres qu'on a lus, je les ai devant, là, je vous les présente.
Mais là, je suis pas chez moi, du coup, je peux pas vous les montrer. Mais voilà, j'ai quand même amené celui-là pour qu'on puisse continuer la lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du livre, si la lecture vous plaît, si vous avez des questions. Voilà, vous pouvez me dire. Combien de temps je lis? En général, c'est 1 heure à peu près. Voilà, 1 heure, ouais, à peu près. Et alors, en semaine, là, j'essaye de me connecter plus tôt, de faire les lives vers 20h. Et là, par contre, ce soir, j'ai commencé à 21h30, donc là, ça fait une demi-heure. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça fait trop tard, d'ailleurs, pour continuer, ou si vous voulez que je continue la lecture. Il nous reste encore, voilà, quelques pages. 4, 6, 8... Voilà, il nous reste, je pense que voilà, d'ici une demi-heure, on a terminé le chapitre. Donc je vais continuer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Coucou Anissa. C'est dur de lire et la grande. Oui, alors il faut lire. Quand on a du mal à lire et à comprendre, il faut prendre des livres vraiment simples au début. Enfin simples. On va dire avec des gros caractères, avec des histoires qui intéressent, des romans ou des choses qui sont pas trop compliquées dans le vocabulaire et tout ça. Et n'hésitez pas à lire à voix haute pour bien apprendre les mots et ça va vous aider pour comprendre les phrases. Voilà. Donc n'hésite pas Anissa à faire un peu comme ça. Ça pourra t'aider. Voilà. Alors je vais continuer. Alors, donc on en était ici. Les grands producteurs de télévision, Grant Tinker et Gary Marshall, sont des maîtres en la matière lorsqu'ils négocient avec la censure des différentes chaînes. Dans une interview accordée à un journal de télévision TV Guide, tous deux avouent ajouter délibérément dans les dialogues des phrases que le censeur ne peut que couper. Ils peuvent ainsi se rabattre sur les répliques qu'ils voulaient faire passer. Marshall est un spécialiste de ce sport. Voyez par exemple ces extraits de l'article. Non seulement Marshall avoue qu'il ruse avec la censure, mais on dirait qu'il y prend plaisir. Dans un épisode d'une série à grand succès, par exemple, le héros doit absolument sortir de son appartement et monter à l'étage avec les filles. Il dit « Montez en vitesse, mon désir refroidit ». Mais dans le script, nous avions mis quelque chose de plus fort en sachant que le censeur ne le laisserait pas passer. Ensuite, nous avons pu proposer innocemment notre texte, le censeur était d'accord. Parfois, il faut les prendre à revers. Dans une autre série, la bataille avait lieu autour du mot « vierge ». Cette fois-là, dit Marshall, je savais que nous aurions des ennuis, alors nous avons mis le mot cette fois en espérant qu'il serait coupé 6 fois. C'est ce qu'il s'est passé. Nous avons fait de même avec le mot « enceinte ». Ouais, c'est mon live qui va finir par être spam, qui va être bloqué. Alors, je continue. J'ai rencontré une autre forme de la technique de rejet-retrait dans mes enquêtes sur la vente au porte-à-porte. Les organismes concernés en appliquaient une version moins délibérée, plus opportuniste. Le but essentiel des vendeurs au porte-à-porte est de faire des ventes. Mais dans les formations données par toutes les sociétés que j'ai étudiées, on insistait sur l'utilité d'obtenir des personnes prospectées, on insistait sur l'utilité d'obtenir des personnes prospectées les noms d'amis, de parents, de connaissances ou de voisins chez qui le vendeur puisse se rendre, sur leurs recommandations. Pour toutes sortes de raisons, dont nous reparlerons au chapitre 5, le pourcentage des ventes augmente très nettement quand le vendeur à domicile peut mentionner le nom d'une personne de connaissance qui a recommandé la visite. Au cours de ma formation de vendeur, on ne me conseilla jamais de faire rater une vente pour pouvoir, à titre de retrait, solliciter des noms et des adresses.
Dans plusieurs cas, par contre, on m'a appris à tirer parti du refus d'achat du client, considéré comme une occasion de lui soutirer ses renseignements. Si vous pensez que cette magnifique encyclopédie ne vous convient pas pour le moment, peut-être pourriez-vous m'aider en me donnant le nom d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées par cette offre exceptionnelle. Beaucoup de gens qui, sans cela, ne soumettraient pas leurs amis à l'épreuve d'une démonstration de vente, acceptaient de fournir ces références quand la requête est présentée comme une concession par rapport à la proposition d'achat qu'ils viennent de refuser. Nous avons déjà examiné une des raisons du succès de la technique du rejet-retrait, à savoir son utilisation de la règle de réciprocité. L'efficacité de cette stratégie des deux requêtes s'explique aussi par d'autres facteurs. Le premier est le principe de la perception contrastée que nous avons rencontré au chapitre 1. Ce principe expliquait entre autres pourquoi un homme aura tendance à dépenser plus d'argent pour l'achat d'un pullover s'il l'achète après avoir acheté un costume plutôt qu'avant. Du fait de l'impression laissée par le prix de l'article principal, l'autre article semble encore bon marché en comparaison. De la même façon, le procédé des deux requêtes utilise l'effet de contraste. C'est par comparaison que la deuxième requête paraît plus modérée. Si je veux vous emprunter 5 $, je peux faire paraître la somme plus modeste en vous demandant d'abord 10 $. L'avantage de cette tactique est qu'en demandant d'abord 10 $ avant de me contenter de 5, j'aurai engagé à la fois le principe de réciprocité et celui de la perception contrastée. Non seulement ma demande de 5 $ apparaîtra comme une concession en appelant une autre, mais elle paraîtra plus modeste que si je l'avais faite directement. Combinées, les influences de la réciprocité et de la perception contrastée peuvent prendre une force effrayante. La somme de leur énergie réunie dans la séquence rejet-retrait peut dépasser tout ce qu'on imagine. À mon avis, c'est là la seule explication plausible de l'une des décisions politiques les plus invraisemblables du siècle. Celle d'aller cambrioler les bureaux de Watergate du Parti démocrate, décision qui allait entraîner le naufrage de Richard Nixon. L'un des responsables de cette décision, Jeb Stuart Magruder, apprenant que les cambrioleurs s'étaient fait prendre, fit un commentaire approprié. « Comment avons-nous pu être aussi stupides ?» La question est tout à fait pertinente. Pour comprendre à quel point cette idée de l'administration Nixon d'entreprendre le cambriolage était aberrante, il n'est pas inutile de revenir sur les faits. L'idée venait de Gordon Liddy, responsable du renseignement dans le comité pour la réélection du président. Liddy s'était fait une réputation parmi les hauts responsables de l'administration Nixon et certains se posaient des questions sur son bon sens et son équilibre mental. La proposition de Liddy était extrêmement coûteuse puisqu'il fallait réunir 250 000 $ en fonds secrets. Fin mars, au moment où la proposition fut approuvée au cours d'une réunion entre le directeur du comité pour la réélection du président John Mitchell et ses assistants, Magruder et Frédéric Larue, les perspectives de réélection de Nixon en novembre étaient excellentes. Edmund Muskie, le seul candidat déclaré auquel les premiers sondages avaient accordé une chance de battre le président, avait fait un mauvais résultat lors des primaires. Il semblait très vraisemblable que ce serait le candidat le plus facile à battre. George McGovern qui recevrait la nomination de son parti. La victoire des républicains semblait assurée. Le projet de cambriolage en lui-même était une opération très risquée,
supposant la participation et le silence de 10 hommes. Le comité national du Parti démocrate et son président Lawrence O'Brien, dont le bureau à Watergate devait être cambriolé, a mis sur écoute, ne possédait aucune information gênante, au point de menacer la réélection du président. Et il n'avait guère de chance d'en obtenir dans les mois à venir, à moins que l'administration en place ne commette une faute grossière. Alors, hop, je fais une petite pause. Ouais, alors en fait je regarde un peu les commentaires en même temps. Je pense que le son... Merci beaucoup pour... j'ai vu tous les petits cadeaux, merci beaucoup. Je pense que le son c'est parce que j'ai... en fait mon tel il est en train de charger. Donc vous m'aviez dit ça déjà la dernière fois. Est-ce que c'est mieux comme ça du coup ? N'hésitez pas à me dire si c'est mieux. Il n'y a plus. Ouais voilà, c'est parce que j'ai débranché le chargeur. Voilà. Merci de me l'avoir dit du coup. N'hésitez pas, hein. Si jamais il y a des petits sons comme ça, c'est parce que le téléphone charge. Donc vous me le dites et je l'enlève. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes pour les cadeaux, merci beaucoup. Alors, je remonte les commentaires. Ok. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, qui découvrent le live. Donc voilà, ça c'est le livre qu'on est en train de lire. Donc, influence et manipulation, comprendre et maîtriser les mécanismes de persuasion. Donc, on en est au chapitre 2. Voilà, alors. Donc je continue. Malgré ce que pouvaient suggérer les faits énumérés ci-dessus, ce projet cher d'un intérêt douteux, à la réalisation hasardeuse et risquant de tourner à la catastrophe, ce projet qui émanait de surcroît d'un homme dont on mettait en doute la sûreté de jugement, fut approuvé. Comment se fait-il que des hommes aussi intelligents que Mitchell et Magruder aient pu commettre une faute aussi grossière ? L'explication tient peut-être dans un fait peu connu. Le plan de 250 000 $ qu'ils approuvèrent n'était pas la première proposition de Lydie. C'était en fait une concession non négligeable de sa part par rapport à 2 autres propositions d'une ampleur bien plus considérable. Le premier de ces projets, proposé 2 mois plus tôt lors d'une réunion avec Mitchell, Magruder et Jordan Dean, supposait une dépense d'1 million de $, et prévoyait en outre la mise sur écoute des bureaux de Watergate, des cambriolages, des enlèvements, l'intervention de commandos d'intimidation, des missions de liaison réalisées par un avion de chasse spécialement équipé, ainsi que l'intervention de call girls de luxe pour faire chanter des responsables démocrates. Un second plan, Lydie, présenté une semaine plus tard au même groupe composé de Mitchell, Magruder et Dean, supprimait une partie de ce programme et ne coûtait que 500 000 $. Ce n'est qu'après le rejet de ces propositions initiales que Mitchell que Lydie leur soumet un plan minimum de 250 000 $, cette fois-ci à Mitchell, Magruder et Frédéric Larue. Cette fois, le projet, qui était toujours stupide mais moins que les précédents, fut approuvé. Était-il possible que moi, naïf, patenté, et John Mitchell, homme rompu de toutes les manœuvres politiciennes, nous nous soyons tous deux laissés entraîner à des décisions désavantageuses, moi par un scout qui vendait des barres de chocolat, et lui par un homme qui vendait le désastre politique. Si l'on examine le témoignage de Jeb Magruder, considéré par la plupart des spécialistes du Watergate comme le plus digne de foi au sujet de la fameuse réunion au cours de laquelle le plan de Lydie fut finalement adopté, on y découvre
des choses intéressantes. D'abord, Magruger rapporte que ce projet ne soulevait aucun enthousiasme, mais comme nous étions partis de la somme exorbitante de 1 million de dollars, nous pensions que 250 000 était probablement un chiffre acceptable. Nous ne voulions pas le renvoyer les mains vides. Mitchell, ayant le sentiment qu'il fallait accorder un petit quelque chose à Lydie, donna son accord comme pour dire « Très bien, donnons-lui un quart de million et voyons ce qu'il arrive à en tirer. » Dans le contexte des propositions initiales de Lydie, ce quart de million était devenu un petit quelque chose à accorder comme une concession due. Avec la lucidité que peuvent apporter 2 ans de recul, l'analyse que fait Magruger de l'attitude de Lydie donne la meilleure illustration qui soit de la technique du rejet-retrait. S'il était venu nous dire de but en blanc « Mon plan consiste à aller mettre des micros chez Larry O'Brien », nous aurions peut-être écarté l'idée dès le départ. Au lieu de quoi, il était venu nous proposer son scénario avec Call Girl, enlèvement, commando, sabotage et micro caché. Il n'avait pas pu emporter le morceau et il se contentait de la moitié ou même du quart. Il est très révélateur qu'un seul membre du groupe, Frédéric Larue, ait exprimé une opposition au projet, même s'il devait pour finir se ranger à l'avis de son chef, déclarant avec beaucoup de bon sens que le jeu n'en valait pas la chandelle. Il dut se demander pourquoi ses collègues, Mitchell et Magruder, ne voyaient pas les choses comme lui. Certes, différents faits peuvent expliquer les divergences entre Larue et les 2 autres responsables au sujet du plan de Lydie, mais il en est un qui saute aux yeux. Des 3 hommes, seul Larue n'avait pas assisté aux autres réunions au cours desquelles Lydie avait présenté des projets bien plus ambitieux encore. Peut-être Larue était-il seul capable de voir l'absurdité du projet et de réagir objectivement sans se laisser influencer par la force de la réciprocité et de la perception contrastée qui s'exerçait sur les 2 autres. Nous avons dit que, outre la règle de la réciprocité, 2 autres facteurs jouaient en faveur du rejet-retrait. Nous avons déjà vu l'un de ces facteurs, la perception contrastée. L'autre n'est pas vraiment un principe de psychologie. Comme les 2 premiers, c'est plutôt une propriété purement structurelle de la requête. Supposons à nouveau que je veuille vous emprunter 5 $, en commençant par en demander 10. Je n'ai vraiment rien à perdre. Si vous acceptez, j'aurai obtenu 2 fois la somme que j'espérais. D'un autre côté, si vous refusez cette première requête, je pourrais me rabattre sur le prêt de 5 $ que je voulais réellement obtenir. Et en faisant jouer la règle de la réciprocité et la perception contrastée, augmenter notablement mes chances de succès. Autrement dit, dans tous les cas de figure, je suis gagnant. Le recours à la séquence des requêtes. Alors attendez, je vais juste regarder. Hop, parce que ça fait... Je fais une petite pause, ça fait 1 heure qu'on lit. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter. On va finir. J'avais dit qu'on finirait, mais ça fait trop après. Ça fait trop de lecture parce que ça fait 1 heure. On va finir juste là la page, si ça vous va. Vous me dites. Et puis, on s'arrêtera là pour ce soir. Voilà. Et du coup, ce sera le prochain live où on terminera le chapitre 2. Donc je continue, puis n'hésitez pas si vous voulez me dire en commentaire. Sinon, on s'arrêtera là. Donc, je continue. Le recours à la séquence des requêtes d'importance. Voilà le livre. Bonsoir Yves Junior. Voilà. Le recours à la séquence des requêtes d'importance décroissante peut être observé dans une pratique courante dans les magasins, qui consiste à jouer le haut de gamme. On commence invariablement par montrer au client potentiel le modèle le plus luxueux. S'il achète, c'est tout bénéfice pour le magasin. Mais si le client ne veut pas de ce modèle,
le vendeur contre-attaque en proposant un modèle d'un prix plus raisonnable. L'efficacité de ce procédé est démontrée, comme l'indique un article paru dans la revue Sale Management, reproduit sans commentaire par une association de consommateurs. Si vous étiez un détaillant de tables de billard, sur quel modèle feriez-vous votre publicité ? Celui à 329 $ ou celui à 3000 $? Vous allez probablement répondre le modèle à 329 $ en essayant ensuite de pousser à la hausse quand le client vient acheter. Mais Warren Kelley, le nouveau responsable de la promotion chez Brunswick, nous montre que c'est une erreur. Pour le prouver, il dispose des chiffres de vente d'un magasin représentatif. Pendant la première semaine, on montrait aux clients le bas de gamme avant de leur suggérer de penser à des modèles plus coûteux, ce qui constitue une démarche traditionnelle. Le prix moyen des tables achetées cette semaine-là fut de 500 000 $. La semaine suivante, par contre, on montrait d'abord aux clients la table à 3 000 $, quel que soit le modèle qu'ils désiraient. Pour le reste de la gamme, par ordre de prix et de qualité décroissant. Le résultat fut une vente moyenne de plus de 1000 $. Voilà. Donc écoutez, on a terminé la lecture pour ce soir. Je voulais qu'on termine le chapitre, mais ça va faire beaucoup. Et 1 heure de lecture, c'est... Voilà, parce que là, il nous reste sinon... Il nous reste 1, 2, 3, 4... Oui, donc ça va faire beaucoup après. Donc vous avez bien compris la règle de la réciprocité, le fait de... donc il y a plusieurs choses ici. Hop. Donc il l'a dit là. Voilà. La règle de la réciprocité et la perception contrastée. Donc vous voyez, hop. En fait, la règle de la perception contrastée, c'est vraiment en fait comparer deux éléments, deux choses en fait. Vous voulez obtenir celui-là et vous allez proposer soit quelque chose de beaucoup plus fort ou beaucoup plus bas pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Par exemple, quand vous allez négocier votre salaire, imaginons vous allez demander 50K par an, et on va vous demander combien vous voulez, vous allez dire 50, alors que vous vouliez par exemple 35, et du coup ils vont vous dire non, c'est trop bas, et du coup vous allez négocier et puis vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Puisqu'ensuite ils vont vous faire une proposition, imaginons que vous avez proposé 50, vous vouliez 40, ils vont vous dire non, 50 c'est trop, et vous leur dites je veux bien négocier un peu moins, ils vont vous dire 35 et puis vous leur dites 40 et marché conclu quoi. Voilà, donc ça c'est la perception contrastée. Vous dites par exemple à quelqu'un est-ce que tu veux aller courir avec moi 10 km ? La personne va vous dire oh non, 10 km c'est trop, en plus il fait froid, etc. Bon ok, ce que je te propose c'est d'aller marcher 30 minutes. Ah ok, bon bien volontiers. Et alors qu'en fait, vous, votre objectif, c'était juste que la personne aille sortir marcher. Vous voyez, voilà. Donc en fait, c'est pour elle que vous le faites, parce que vous souhaitiez qu'elle aille faire un peu d'exercice. Voilà, donc en fait, c'est des techniques qu'on peut utiliser avec tout le monde et qui sont pas nécessairement pour vendre ou arnaquer des gens, pas du tout. C'est vraiment... c'est des techniques d'influence, c'est pour c'est pour amener quelqu'un à faire des choses en fait, voilà. Donc et en fait on le fait tous quoi. À un moment ou à un autre, ça nous est tous arrivé de le faire, je pense. Voilà. Dans l'automobile, on montre toujours le modèle le plus cher, le plus désirable, qui fait rêver, mais à la fin, une grande majorité des clients
vont acheter le modèle de base entrée de gamme. Ouais, exactement, Cridi. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit coucou. Tout à fait, c'est ça. Ils vont vous montrer le plus gros modèle. Oui, celui-là, il va coûter tant. Ah, bon, voilà, les clients vont se regarder, c'est trop cher. Sinon, on en a un autre un peu plus accessible qui est tout aussi bien, avec quasiment toutes les mêmes options et il est à temps. Ah bah oui, bah du coup c'est mieux. Ah bah du coup on va l'acheter. Alors qu'en réalité le vendeur voulait vous faire acheter celui-là. Et pas le haut de gamme comme dit Cridi, qui est plutôt un modèle d'exposition et qui est pas forcément mis en vente ou alors pour des gros clients quoi. Et en fait c'est ça, exactement. Cridi c'est un très bon exemple. Coucou Charlène. Ah bah super, si t'as adoré le livre, bah vous voyez en fait ce livre, quand on le voit on se dit voilà ça va être un truc, on va nous apprendre à être machiavélique. Bon, peut-être plus ou moins, mais en tout cas il est vraiment bien déjà pour voir nous comment on réagit à ce type de, de technique de manipulation, mais aussi parce que du coup bah, on peut en fait utiliser ça à notre manière quoi. Donc voilà. Et on peut l'utiliser avec tout le monde. C'est pour cela que dans les magasins, on vous propose toujours la nouvelle collection, elle est plus chère. Ouais. Ah, d'accord. Ok, Rafara. Donc on va nous dire, c'est vrai qu'au devant, on nous met toujours la nouvelle collection et après on nous dit, sinon, vous pouvez prendre ça, et forcément, c'est vrai que c'est une très bonne technique. Est-ce que vous l'utilisez du coup dans vos métiers? Ouais, inconsciemment, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc ça peut être très inconscient, mais donc là on a pu voir plein de choses. On a vu la règle de la réciprocité où quand on obtient un service de quelqu'un, on se sent obligé de lui rendre. Donc quand vous savez que vous allez devoir demander quelque chose à quelqu'un, bah, vous lui rendez un service, vous lui proposez quelque chose, vous lui faites quelque chose qui va servir à cette personne alors que la personne ne vous l'a pas demandé. Et en fait, derrière, cette personne va se sentir obligée pour son image, pour ce qu'elle... pour vraiment parce que inconsciemment, elle ne souhaitera pas avoir une dette envers vous, de vous rendre l'appareil le plus rapidement possible. Voilà, donc c'est des techniques à tester et qui peuvent être utiles. Par exemple, vous avez un voisin, vous allez lui apporter des petits gâteaux parce qu'il vient d'arriver, tout en sachant qu'un jour vous allez vous le mettre dans la poche, tout en sachant qu'un jour peut-être que vous lui demanderez de vous réparer la chaudière, quoi. Voilà. C'est horrible, mais en fait c'est vrai que finesse. Toc. L'effet de contraste, c'est très puissant. Ouais, l'effet de contraste, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, c'est très puissant et c'est vraiment... en fait, on se rend compte que ces techniques sont vraiment utilisées... en fait, ils doivent... dans toutes les techniques de vente, ils doivent utiliser... en fait, voilà, si vous voulez vendre des choses, si vous êtes commercial, si vous êtes en contact avec le public et enfin, avec des gens et que vous souhaitez obtenir des choses, bah, lisez ce livre, quoi. Vraiment, vous allez avoir toutes les techniques, en fait, qui vont vous permettre de en tout cas d'essayer plus facilement d'atteindre vos objectifs quoi. L'effet réciproque pour demander quelque chose à quelqu'un, par exemple quelques euros pour payer un stationnement, le mieux est de rendre un service. Ouais, c'est ça. Ça sent le vécu. Alors moi je l'ai jamais fait, mais comme j'ai beaucoup d'imagination, je me dis voilà. En fait, ça me fait penser, enfin moi je pense aux films, aux séries, quand je lisais ça, ça me faisait penser Vous savez, vous avez toujours les voisines là, dans les séries américaines qui arrivent avec des paniers, avec des gâteaux, etc.
Et en fait, elles veulent obtenir des infos ou savoir machin. Et donc l'autre va se sentir obligée de le faire rentrer, de lui offrir un café en retour. Et du coup, bah, elle va discuter et elle va obtenir ce qu'elle veut. Voilà. Ou alors, vous voyez, c'est... Du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà. Donc je trouve ce livre vraiment pas mal du tout. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Vous pouvez le retrouver sur mon lien donc dans ma bio. Et voilà. Et alors, sur les autres techniques qu'on verra, donc il y a, donc là on en est à la fin, les concessions réciproques, comment dire non. Donc à la fin, il nous dit quand même, hein, voilà, quand on est victime de ces techniques, comment dire non sans culpabiliser. Ensuite, on a engagement et cohérence. Donc l'engagement, l'acte magique, l'œil public, l'effort supplémentaire. Et ici, voilà. Et vous voyez qu'à la fin de chaque chapitre, ils nous apprennent à dire non. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut refuser quand on est victime de cette technique de manipulation? On se sent bloqué, on sent qu'une personne veut obtenir quelque chose et malgré tout ça ne nous convient pas. Ben, comment dire non? Donc on va le voir à la fin du chapitre. Donc on le verra sur le prochain live qui sera sûrement, je pense, demain. Normalement, on fera un live demain aussi. Et j'espère un peu plus tôt. Voilà, sinon ce sera dimanche. Après, le mieux est de combiner les astuces, la réciprocité avec l'effet de contraste. Ah oui, c'est clair. Ben, c'est clair que si on arrive à tout combiner, ben, on devient des machines, quoi. On peut obtenir tout ce qu'on veut de tout le monde. C'est terrible. Par contre, attention, parce que attention à qui vous le faites, quand c'est volontaire, quand c'est calculé, parce que ça peut se voir aussi, hein. On voit quand même quand les gens souhaitent obtenir des choses de nous et ça peut se retourner contre nous, hein. Donc attention quand même. À tester avec modération. Après le service rendu, au lieu de demander 0 pour le stationnement, j'en demande 5 voire 10, on sait jamais. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est des bonnes techniques. Hop. Donc on va pas tarder à clôturer le live. En tout cas, parce que je vois j'ai plus trop de batterie en plus. Donc on va pas tarder à clôturer le live. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions ou que le live, que le livre vous intéresse pas. Parce que c'est vrai que comme on a lu avant Joe Dispenza et d'autres livres comme Le pouvoir du moment, complètement de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît ou pas. Et voilà, comme ça on pourra orienter ensuite les livres, même si moi j'ai quelques idées. Excellent livre que mon mentor m'a recommandé. Super Queen Célie, merci pour ton retour. Alors, trop bien. Bah écoute, merci pour ton retour. Donc c'est vrai que tous les retours qu'on a sont positifs au final. Et hyper intéressant que tu aies un mentor Queen Célie. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que avoir des mentors, si vous pouvez avoir des personnes avec de l'expérience qui peuvent vous conseiller, vous faire réfléchir, vous apprendre des choses, c'est génial. Bravo Queen Célie. Hyper inspirant en tout cas. En tout cas, j'ai voulu tester mon niveau d'influence au SAV. J'avoue que cela a été un échec magistral. Après, peut-être qu'au SAV, il faudrait tester d'autres techniques parce qu'au SAV, les gens arrivent avec des demandes particulières. Donc ils sont dans un état d'esprit particulier. Peut-être qu'il y a des techniques spéciales qui seraient peut-être adaptées. À voir. En tout cas, si jamais t'es pas là sur d'autres lives, Cridi, je te dirai à l'avenir s'il y a des techniques à regarder. Comment savoir à quel moment vous venez pour discuter un livre chez intéressé? Iman, tu veux savoir à quel moment je fais des lives, c'est ça? J'aime trop ta voix, fais des vidéos ASMR, je t'en supplie. Merci Amber. On me l'a déjà dit en plus.
Et vous savez que j'ai créé un compte ASMR. Euh, j'ai créé le compte, mais j'ai jamais fait de vidéo parce que il faudrait que je fasse de l'AS. Je saurais même pas comment faire. Mais merci Amber. Je vais essayer d'en faire. Mais bon, ça fait beaucoup après. Ce livre est une pépite. Trop bien. C'est un groupe à joindre, très bonne idée, ambiance, je viens de découvrir. Bah, bienvenue à toi Iman, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Donc moi je fais des lives, je m'appelle Marine et je fais des lives de développement personnel. Donc on parle de développement personnel, on lit des livres ensemble. Donc à chaque live je fais de la lecture de livres. Donc là comme je vous disais au début du live, d'habitude je suis chez moi donc vous avez l'habitude de voir le fond avec tous les livres qu'on a pu lire. Là je les ai pas donc j'ai pris que le livre qu'on lit en ce moment. Mais en tout cas, voilà, donc les lives sont le soir et il n'y a pas de groupe à rejoindre. Voilà, c'est vraiment juste venir sur le live, discuter avec nous et suivre les lectures. Et après, vous pouvez retrouver les replays sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Ce soir, je vais publier le replay du dernier live, donc le début du chapitre 2, celui qu'on est en train de lire. Et je vais publier le chapitre, enfin si j'ai du temps, parce que ça met du temps à charger à chaque fois. Et si j'ai du temps, je publierai en même temps celui de ce soir, sinon je le publierai demain. Hop. Le fameux parce que qui déclenche une réaction positive. Exactement, Queen Célie, c'est ce qu'on a pu lire au début. Le fait de dire parce que, d'expliquer alors qu'il n'y a pas forcément vraiment d'explication ni plausible, ni compréhensible, ni rien. Le fait qu'une personne veuille se justifier, en fait, on apprécie et donc on déclenche derrière une réaction où on va accepter la demande de l'autre. C'est ça, Queen Célie. Exactement. Là, c'était l'exemple de la photocopieuse dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre, ils donnent, donc ils font pas mal de tests en fait pour tester justement toutes les techniques. Et il a testé du coup donc une personne qui souhaite passer devant tout le monde. Enfin, il y a une file d'attente pour la photocopieuse. Et il y a une personne qui va passer devant tout le monde et va demander au premier qui va faire ses photocopies et va lui dire est-ce que je peux passer devant vous pour faire des photocopies. L'autre va lui dire non. À un autre moment, la personne reteste et dit est-ce que je peux faire des photocopies parce que je n'ai que 5 pages et je suis très pressée. Donc elle explique bien et la personne la fait passer devant. Je crois que c'est ça. Et en tout cas, voilà, elle réussit à passer devant. Et la troisième, c'est est-ce que je peux passer devant vous pour faire mes photocopies parce que je dois faire mes photocopies. Voilà, enfin c'est un parce que qui est pas vraiment justifié quoi. Je sais plus exactement ce que la personne dit, mais la personne accepte quand même parce qu'au final, ben, comme elle s'est justifiée, elle accepte. Voilà, parce que il y a eu le parce que et le signe que la raison derrière va être valable en fait. Comme la personne se justifie, bah forcément c'est qu'il y a une bonne raison. Alors que derrière, il n'y a pas de bonne raison, vous voyez. Mais quand même, la personne accepte. Et le livre est vraiment bien. Ok Amber, bah écoute, je vais voir. Je ferai peut-être un, des petites vidéos ASMR en plus. Je vais vous faire les lectures version ASMR. Bonsoir Lumsège, bonsoir tout le monde. Coucou Sab, bonsoir tout le monde. Oui, je me rappelle, ouais. Je vous félicite Marine pour cette initiative. Merci Iman, merci beaucoup. C'est la technique du pouvoir de l'explication. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Technique du pouvoir de l'explication.
C'est ça l'idée, juste le fait de dire parce que valide ce qu'on vient de dire avant, parce que les gens finalement n'écoutent pas. C'est ça, ils n'écoutent pas la justification, exactement. Ils n'écoutent pas la justification, où ils se disent, bah, la personne me demande, c'est que c'est important, elle, euh, elle se justifie, donc voilà, en tout cas, ils ont plus tendance à accepter. Il y a des personnes qui refusent malgré tout, mais en général, ça fonctionne quoi. Voilà, donc je testais le lundi à la photocopieuse pour tous ceux qui doivent faire cette technique-là, ce serait intéressant de tester. Mais bon, après c'est quand même délicat, hein, parce qu'on peut se mettre à dos les collègues, donc ça peut être compliqué. Il faut le faire avec des personnes, vous allez dans vous savez les corep, là, les, les magasins de photocopieuses et vous essayez. Il faut avoir du culot quand même. Du coup, on paraît faire des tests en donnant des explications invraisemblables. Oui, c'est ça, on pourrait faire des tests. Exactement. Ça serait bien drôle. Moi, je trouverais ça très drôle. C'est pour ça que je voulais savoir si certains d'entre vous avaient lu le livre et avaient déjà testé des techniques. Euh, Ça serait hyper intéressant que vous nous les racontiez. Je l'ai testé à la caisse. Ah ben voilà, super Quincelli. Et alors du coup, est-ce que ça a fonctionné? Mais c'est vrai que ça fonctionne, hein. Je suis en train de me dire parce que euh, en fait, je suis en train de me remémorer des personnes qui m'ont demandé de passer devant. Je me souviens qu'elles m'ont dit parce que ci ou ça, mais je me souviens plus de l'explication, mais je sais qu'elles se sont justifiées. Et c'est très rare une personne qui passe et qui dit est-ce que je peux passer devant sans dire le parce que. Et c'est vrai qu'inconsciemment, je me souviens pas de la raison. Voilà. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Ça marche et c'est vrai, il faut être audacieuse, tout à fait. C'est ça. Il faut être audacieuse. Ce livre est hyper commercial. Oui, alors après, c'est vrai que dans les exemples, il est commercial, pas que. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas que, mais après, c'est vrai qu'il y a plein de techniques plein de techniques qui sont utilisées dans la vente. Enfin, toutes en fait, en fonction de la situation. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on peut les utiliser dans tous les environnements, tous les domaines. Par exemple, par exemple, je suis sûre que vous avez peut-être, soit vous, soit d'autres personnes, par exemple, un gamin qui veut qu'on lui donne 5 euros, bah, il va nous en demander 10 et puis après, il va dire, bon, ok, bah, 5 ça ira. Il repart avec les 5 qu'il voulait à la base, quoi. Ça, peut-être qu'on l'a tous fait, hein, je sais pas. En tout cas, moi, ça a dû déjà m'arriver. Mm, mm. C'est ça. Donc la prochaine fois, on terminera le chapitre 2. Donc on va clôturer le live. Donc on va terminer le chapitre 2 tranquillement la prochaine fois. Donc il restera très peu de pages. Et sur le chapitre 3, donc engagement et cohérence, il est plus facile de résister d'abord qu'ensuite. Donc je regarde. Donc les chapitres sont assez longs à chaque fois. Donc peut-être... Ah ouais, il est long celui-là. Donc on terminera la prochaine fois le chapitre 2 et on démarrera le chapitre 3. On verra jusqu'où, mais on fera ça, ouais. Donc merci beaucoup d'avoir été tous présents sur le live. Donc vous voyez maintenant je fais des lives un peu plus courts que d'habitude. Mais voilà, comme ça j'essaye d'être là quand même plus souvent. Et voilà, donc ça c'est un peu la nouvelle stratégie. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours là, même si les horaires changent et même si des fois je dis que je suis là alors que finalement je me connecte pas. Merci beaucoup et voilà, j'essaye d'être vraiment assez régulière au maximum. Mais c'est vrai que bon, parfois
Les emplois du temps changent et parfois je suis pas dispo, donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde, en tout cas, merci pour tous vos retours. Je vous mettrai en story, si demain je fais un live, je vous mettrai en story, je vous dirai. Normalement c'est prévu. Je ferai un live, mais pareil, assez tardivement, vers 21h, 21h30. Donc merci beaucoup, merci Henrik, merci Florence, et merci beaucoup à toutes les personnes. J'ai reçu pas mal de petits cadeaux, franchement merci beaucoup. Et hop, merci Sab. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci Yves. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que le live était pas trop court. Bon, on a fait un peu plus d'1h30. On a fait 1h30 à peu près. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne semaine. N'importe quoi. Je vous souhaite un très bon week-end. Ça se voit que je suis fatiguée. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à demain, j'espère. Oui, les petites roses et tout ça, c'était un moment pendant le live. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien. Je vous dis à demain. Et n'hésitez pas surtout à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je démarre, voilà, n'hésitez pas à aller, comme je vous dis à chaque fois, me mettre des petits likes, des petits commentaires, regarder les vidéos si vous voulez rattraper les derniers lives, écouter voilà, ce qu'on a pu lire ensemble. Il n'y a évidemment pas tout, on a juste le dernier livre qu'on a lu et Influence et manipulation, parce que les autres livres, je n'ai pas pu les mettre en replay parce que je ne savais pas du tout que c'était enregistré par TikTok. Donc c'est pas grave, il y en a qu'on relira. Et donc les livres de Lise Bourbeau, voilà, les livres, enfin il y a plein de livres qu'on relira, je pense, plus tard, et, et qui seront du coup sur YouTube. Déjà abonné depuis le premier jour. Merci beaucoup, Crédit. Oui, c'est grâce à vous, hein. Franchement, merci beaucoup. Voilà, très très bon week-end. Ça sera coupé au montage. Oui, c'est ça. Très bon week-end, très bon week-end. Je vous dis à demain pour tous ceux qui seront là. Et voilà, reposez-vous bien. Et je coupe le live. Très très bonne soirée et merci beaucoup.